Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parler Cuisine, présenté par Marc et Guy. Vous nous écoutez aussi sur SoundCloud et c'est l'épisode 74. Bonjour à toutes et à toutes, au micro c'est Marc de parlercuisine.com et je vous retrouve comme à notre habitude avec notre expert culinaire Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc et bonjour à tous et à toutes. Et vous l'avez entendu dans cette musique d'ouverture assez originale, nous allons aborder un thème celtique de saison. Je parlais de la Saint-Patrick. Depuis le temps que je voulais faire un épisode où on parlait un petit peu de l'Irlande et cette fête nationale, je dis entre guillemets fête nationale la plus célébrée au monde. En fait, Saint-Patrick, c'est considéré comme la fête nationale de l'Irlande, mais il n'y a pas de fête nationale en Irlande. Pas au même sens que le 14 juillet ou le 21 juillet en Belgique, par exemple. Non, c'est plutôt la fête du Saint-Patron de l'Irlande, comme dans les îles britanniques. En fait, on fête les Saint-Patrons. Tu as Saint-André en Écosse, Saint-David au Royaume-Uni. Non, pas au Royaume-Uni, en Pays de Galles, Saint-Georges en Angleterre et Saint-Yves en Bretagne. Et Saint-Patrick, c'est celui qui a évangélisé l'Irlande et qui est célébré tous les ans le 17 mars. Et est-ce que vous savez, Marc, quel a été le miracle de Saint-Patrick par rapport à l'Irlande ? Pourquoi est-ce qu'on lui est reconnaissant finalement ? Rappelle-moi. Parce que Saint-Patrick aurait chassé les serpents d'Irlande. Ah oui, voilà. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de serpents en Irlande, paraît-il. En effet. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de me rendre une fois en Irlande dans ma jeunesse et j'en garde un souvenir merveilleux. Et toi, Guy, t'as déjà été en Irlande ? Ah, je suis allé à Dublin, en fait, oui, en avion. Et je suis resté 4 ou 5 jours à Dublin. Heureusement que c'était pas la nage, éloigné de la ville. Et il y a déjà tellement de choses à faire, à voir et à boire à Dublin que on peut y rester un petit temps sans s'ennuyer, voilà. Alors, pour tous ceux qui vivent en Europe, effectivement, le week-end ou la semaine en Irlande, c'est un incontournable de vacances. Agréable. Voilà. Dublin est une ville très agréable. Moi, j'ai pas encore l'occasion de visiter Dublin. Moi, c'était en colonie de vacances que mes parents m'avaient envoyé là-bas. Et j'ai mangé le poisson grillé le meilleur de ma vie. Ah ben voilà. On était parti en excursion dans un des fjords là au large de Cork ou de Glengarriff. Et c'est un petit pêche. Un gars nous avait pris sur son bateau et puis il nous avait donné au sud-ouest à chacun. à Cork, c'est ça, dans le coin de Cork. Oui, c'est ça. Et il nous avait donné des lignes pour pêcher. On avait remonté des maquereaux. Et le gars, les maquereaux, il les a préparés, il les a vidés. Il s'est arrêté sur une petite île. Il a fait un feu. Il a mis des blocs de tourbe sur le feu de quelques brindilles. Et puis dessus, il a étalé les filets de maquereaux pour les griller. Une fois qu'ils étaient grillés, il nous les a fait manger. Comme ça, il prend un galet un peu large pour faire assiette, et puis il les pose dessus, il nous a donné ça à manger. Et c'était à la fois grillé et fumé à la tourbe. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont d'énormes tourbières là-bas. T'as l'impression que le sol entier, c'est de la tourbe. Oui. Et j'en garde encore le souvenir du meilleur poisson grillé de ma vie. C'était de nouveau une expérience à la Madeleine de Proust, si je puis dire. Ça. Et c'était très simple finalement, très nature, très peu sophistiqué, hein, tout brut comme ça, et puis ça laisse un souvenir terrible. Oui, non, mais j'ai un excellent souvenir en plus de la population et puis de l'ambiance extraordinaire qu'il y avait dans les pubs. Les Irlandais sont très gentils, hein, c'est reconnu autant, et c'est un peu dommage de faire, disons, un peu de l'ombre à nos certainement très chaleureux auditeurs anglais, mais l'anglais passe pour quelqu'un, disons, de peu jovial, de peu convivial par rapport à l'irlandais. Hein. L'irlandais, déjà, c'est pas un protestant. Il n'a pas été influencé par les vagues de protestantisme, donc ça reste quand même quelqu'un de... Et je pense aussi que l'irlandais, un peu comme le belge, je pense, par rapport au français, ne se sent pas, n'ayant pas mené de grandes guerres à l'extérieur, n'ayant pas envahi d'autres pays. N'ayant pas eu d'empire. Oui, voilà, à part, que la Belgique a eu quand même le Congo, mais enfin, c'est un peu différent. Il n'y a pas comme ça cette air, je dirais, condescendant vis-à-vis des autres de la part ni des Irlandais ni des Belges, puisqu'on sait que, je vais dire, nous ne sommes pas des gens très importants, ni en nombre, ni en pouvoir. Et de ce fait-là, je dirais qu'on est très très chaleureux, on aime bien voir les autres, on ne se prend pas trop au sérieux non plus, c'est ça qui est intéressant. On a cette particularité, c'est qu'ils n'ont pas été envahis par l'Empire romain. Alors,
aussi. Une chose que j'ai pu observer et discuter avec de nombreux historiens, c'est que l'Empire romain a encore beaucoup d'influence de nos jours. La Belgique avait l'avantage d'être à cheval sur la frontière romaine. La Flandre était dans le pays germanique et puis la Wallonie était à la frontière. Non, ça c'est après, hein, ça. Ce n'est pas au moment de la conquête romaine. Au moment de la conquête romaine, toute la Belgique et même le sud des Pays-Bas étaient conquis par Rome, puisque la frontière se trouvait sur le Rhin. Et c'est lors des invasions barbares des Francs qu'on dit qu'une population plus massivement germanique s'est installée au nord de la frontière linguistique, tout en laissant au sud une plus importante frange, je dirais, romanisée. Et c'est ça qui explique la frontière linguistique en Belgique, mais ça tient à mon avis un peu de la légende, hein, malgré tout. Bon, j'ai entendu d'autres versions, comme quoi la frontière linguistique belge actuelle était en fait une route romaine qui séparait les deux mondes, et bon. Mais ça nous éloigne de l'Irlande. Oui, tout à fait. Ben, on a les mêmes racines. Si tu regardes dans le folklore wallon, on utilise les mêmes instruments. On a des racines celtiques aussi. Et bien sûr. Et alors, il y a de la cornemuse en Ardennes. On oublie ça quelquefois. Hein. Tout à fait. Puis, on mange aussi du boudin, mais pas au petit déjeuner comme eux. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de l'Irlande ici ? Tout d'abord parce que c'est la Saint-Patrick, au moment où on va publier cet épisode. On essaie d'un petit peu coller au fait. J'espère que vous avez apprécié l'épisode précédent où on parlait des dames. Je vois qu'il y a eu son petit succès. Et on en reparlera encore d'ailleurs. Oui, il y a encore énormément de choses à dire. J'ai beaucoup aimé l'Irlande parce que il y a, pour moi, qu'est-ce que ça évoque ? Ça évoque au niveau boisson, c'est la Guinness incontournable, le whisky extraordinaire, c'est le saumon fumé. Et en faisant les recherches pour cet épisode, je me suis rendu compte qu'ils avaient la plus vieille fumerie de saumon d'Europe et que ce saumon est tellement bon que même il est servi même lors des grands jours à la table de la reine d'Angleterre, juste pour vous dire ça. Alors, au niveau de la gastronomie anglaise, bon, je vois qu'ils ont une cuisine quand même relativement grasse. Non, irlandaise. En fait, je mélange les deux parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de similitudes. Le petit déjeuner anglais, le petit déjeuner irlandais, c'est la même chose à part qu'ils mangent du boudin noir et du boudin blanc, ce qu'ils appellent le black pudding. Et le white pudding, ça se ressemble plus au petit déjeuner écossais. Alors, on pourrait un jour faire un épisode où on parle du petit déjeuner traditionnel des îles britanniques, en fait, comme on pourrait le dire, où on a des œufs, des baked beans qui sont des flageolets, on a du lard, on a du black pudding, dans ce cas-là, des champignons, enfin, comme faisait un jour remarquer ma cousine toulousaine qui est venue me rendre visite et je lui ai fait manger un petit déjeuner traditionnel, elle me fait, mais c'est du cassoulet. Oui, c'est vrai. Ça aussi, c'est puis des haricots sauce tomate. Voilà, et du bacon. C'est de cassoulet, ça. Hein. Voilà, et on mange ça, mais ils mangent ça au petit déjeuner. Bon, quand on vient du continent, c'est difficile à s'habituer. Moi, ça m'a pris quelques jours, mais après. Moi, pas du tout. Ouais, j'adore ça. Bon, toi, tu aimes bien manger salé au petit déjeuner, mais moi, j'étais élevé à la française, voyez-vous, avec le croissant, la baguette au beurre et à la confiture. Et effectivement, ça fait un petit peu difficile à s'y mettre, mais une fois qu'on y a pris goût, on se rend compte que ça cale bien pendant toute la matinée. On peut même carrément sauter le lunch. Et nous en avions un jour expérimenté dans je ne sais plus quelle petite ville ensemble, là, quand on avait pris le petit déjeuner. Ouais. Je ne sais plus, moi, il était même plus tard que l'heure du petit déjeuner. Hein. Il était quoi ? Le bon milieu de la matinée. Hein. Voilà, ça c'est l'avantage. On avait mangé ça et on était calé pour jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Voilà, l'avantage dans les îles britanniques, que ce soit en Irlande ou que ce soit en Angleterre, en Écosse, c'est que vous avez ce genre de petit déjeuner, ils appellent ça le all day breakfast. C'est servi toute la journée. Et ça vous permet justement de vous caler instantanément. Alors, effectivement, il y a beaucoup au niveau de la gastronomie, l'Irlande et l'Angleterre ont beaucoup en commun. Déjà, premièrement, je ne sais pas si tu as remarqué, Guy, mais moi, quand je vivais à Bruxelles, capitale européenne, on avait des restaurants. L'avantage, c'est qu'à Bruxelles, il y a énormément de restaurants par tête d'habitants. C'est une des villes qui a le plus de restaurants au monde par tête d'habitants. Il y a des restaurants de toutes les nationalités. On a des restaurants espagnols, portugais, j'ai même vu un restaurant tyrolien d'Autriche. Oui, tout à fait. Oui. Tous les pays du monde sont représentés, sauf l'Angleterre et l'Irlande. Mais l'Irlande est représentée par ses pubs irlandais. Mais il y a des pubs, voilà, il y a des pubs. Les pubs irlandais. Pourtant, c'est quelque chose qu'on voit aussi en Angleterre. Mais tu ne trouveras pas de restaurant anglais. Parce qu'en Angleterre, il n'y a pas de restaurant, tu as des pubs. En fait, pareil en Irlande, si tu veux manger la bonne, vraie cuisine traditionnelle, tu vas dans un pub. Et qu'est-ce qu'on mange dans un pub en Irlande ?
C'est une question pour toi, Guy. Ah, d'accord. Mais je n'en sais rien parce que moi, je suis déjà allé dans des pubs à Dublin, effectivement. Mais on mange effectivement toute une série de produits du terroir. Je pense que l'Irlande a gardé, avec les îles britanniques d'ailleurs, et la France entre autres, une connotation assez poussée des produits d'origine du lieu. Autant en Belgique, on n'a jamais été suffisamment fiers des produits locaux, au point d'apporter, je dirais, de ne jurer que par certaines viandes françaises ou bien des poissons qui viennent de Rungis et de Bretagne, les moules qui viennent des Pays-Bas, il faut bien le reconnaître, oui. C'est pas produit sur la Belgique. Maintenant, bon, les Belges ont créé comme toute une série de fromages, on en a plus de 300, mais jusqu'il y a encore 35 ou 40 ans, le seul fromage belge, c'était le fromage de Bruxelles, le Herve, et ce qu'on appelait le brie belge, mais qui n'est absolument pas un brie. Alors, tous les fromages étaient importés, soit de Suisse, soit de France, soit de Hollande, soit d'Italie, voilà, du Danemark avec le fameux bleu danois. Et toute une série de choses. Il était de bon ton de manger en Belgique des produits qui venaient d'ailleurs. Et les Irlandais, par contre, de par peut-être leur insularité, ont continué, eux, à promouvoir leurs produits. Peut-être aussi qu'il faut y voir une question sociale. C'est qu'avant que l'Irlande ne devienne un tigre économique au niveau de l'Europe, c'était un pays qui était quand même relativement pauvre. Donc, quand on est pauvre, on n'importe pas, on essaie de manger ce qu'on a. Oui, c'est vrai qu'on voit, c'est pas des recettes très riches qu'il y a dans les recettes traditionnelles. C'est plutôt très riches dans le sens somptueux. Ce sont des recettes du terroir, voilà. Ça me fait penser à des plats de pauvres, la cuisine de pauvres. Au départ, la cuisine irlandaise est une cuisine très rurale et qui se basait sur quoi comme produit ? Sur la viande qui était produite sur place, c'est-à-dire le mouton. Hein, et le mouton. Qui était avec l'Irish stew. Alors, il y avait des plats à base de poisson, et le saumon est un des poissons phares de l'Irlande, maintenant qui est encore, je dirais, parfois sauvage, mais qui est quand même le plus souvent cultivé. Je dirais produit dans des aquacultures, dans des fermes à saumon. Le saumon sous toutes ses formes, mais évidemment le saumon fumé qui est la base de la conservation, puisque jadis, on n'avait pas de frigo, pas de congélateur, donc on salait, on fumait les viandes et les poissons. Alors il y a, disons, des céréales, mais des céréales un peu pauvres. Hein. Vous avez l'avoine, qui était utilisée aussi bien pour la nourriture des chevaux que pour la nourriture humaine. Du porridge. Bien sûr, les farines, bien faire du porridge ou bien faire certaines variétés de pain. Alors vous avez des céréales pauvres, c'est-à-dire par exemple du seigle, qui est connu pour pousser dans des terrains moins fertiles que la Beauce par exemple, où là c'est plutôt le froment. Et alors, vous avez la pomme de terre qui est évidemment le légume représentatif de l'Irlande. Ça, c'est le légume emblématique. Bon, il n'y a pas que des pommes de terre en Irlande, mais enfin, à une époque, la pomme de terre était la source principale dans l'alimentation pour les calories au niveau de l'habitant pauvre. Hein. C'est d'ailleurs ce qui a mené l'Irlande à sa perte lorsqu'il y a eu la grande épidémie de mildiou. Exactement. Hein. Donc, pour un petit rappel comme ça, le contexte, je dirais, social du 19e siècle en Irlande, c'est que le pays à ce moment-là était uni à la couronne britannique et que les propriétaires terriens étaient des descendants de chevaliers ou de conquérants britanniques. Donc l'Irlandais devait louer sa terre. Hein. Il n'avait pas la terre en propriété. Il avait un petit peu je dirais, un statut un peu comme les serfs au Moyen-Âge, c'était à peine mieux finalement. Hein. Il était entre guillemets libre d'aller et de venir, mais je vais dire, s'il partait, il n'avait plus rien. Donc il devait louer très cher, disons, proportionnellement à ce qu'il gagnait, les terrains qu'il occupait, et en fait payer une redevance au propriétaire qui était un Anglais. Alors, dans un premier temps, dans la première partie du 19e siècle, la culture de la pomme de terre permettait de nourrir pas mal de monde, et la population avait cru très très fortement au point d'atteindre un chiffre quand même assez phénoménal pour l'époque, et on parle de 9 millions d'habitants pour un pays qui était quand même assez petit. Hein, ce n'est pas non plus un pays qui permet une densité de population énorme, mais 9 millions d'habitants, c'était beaucoup. Et il a fallu la catastrophe que 4 années de suite, les cultures de pommes de terre soient ravagées par le mildiou. À quelle époque c'est encore ? Aux environs de 1850. Hein. Au point que les rendements en pommes de terre ont diminué de 40% à peu près. Mais si vous avez une population donnée qui survivait, je dirais tout juste à 100% grâce aux cultures de pommes de terre et à sa production, vous diminuez de 40% les choses qu'il y a à manger. Oui, ça fait des morts. Fatalement, il n'y a plus assez pour tout le monde. Donc il y a eu une première vague de famine qui a coûté la vie de 1 million de personnes en un an.
Et puis, évidemment, comme un malheur n'arrive jamais seul, le mildiou, il est revenu. Alors, je rappelle un petit peu ce que c'est que le mildiou. Ça se présente comment ? Mais c'est une maladie qu'on appelle cryptogamique. C'est-à-dire que c'est une moisissure qui attaque les feuilles des végétaux. Donc, elle attaque les feuilles de la pomme de terre au moment de sa croissance. Alors, si la pomme de terre n'a pas de feuilles pour vivre, elle ne s'est pas transformée grâce à la photosynthèse, je dirais l'énergie qu'elle reçoit du soleil, accompagnée de l'eau et des sucres qu'elle produit, et nourrir le tubercule. Donc, le plant de pomme de terre, ou bien il dépérit, ou bien il est très faible et il y a très peu de rendement. Donc, il y a eu très peu de rendement. Le mildiou, on le trouve également sur la vigne, et je pense qu'on le trouve aussi sur d'autres végétaux, puisque c'est une moisissure qui attaque les végétaux, justement. Donc voilà, il y a eu 4 années successives où le mildiou a fait vraiment des ravages au niveau de la culture de la pomme de terre. Et comment est-ce qu'ils s'en sont débarrassés ? Tu sais, toi ? Écoutez, je pense qu'il y a eu des traitements qui ont été appliqués. Je n'ai pas comme ça ici la recette sur place, mais je sais qu'il y a des traitements contre le mildiou parce que on traite la vigne également contre le mildiou, mais le mildiou a fait des ravages dans la vigne terribles également. Et alors, il a fallu quand même que des ingénieurs se penchent là-dessus pour dire, voilà, on appliquait des bouillies à base de métaux, généralement. La bouillie bordelaise ? Je pense que la bouillie bordelaise, elle marche pour le mildiou, exactement. Il y a la bouillie bordelaise, il y a la bouillie bourguignonne, mais ça, c'est pour la vigne. Bref, donc il y a eu plusieurs années comme ça, très rudes au niveau famine, puisque les pommes de terre ne produisaient pas ce qu'elles avaient produit. Donc chaque année, il y avait des centaines de milliers de personnes qui décédaient. Et puis, une fois que plusieurs millions de personnes sont décédées, les plus jeunes qui avaient survécu ont pris leur clic et leur claque. Ont revendu le peu qu'ils avaient de manière à pouvoir émigrer aux États-Unis. Ils sont partis aux États-Unis. Dans le monde entier, en fait. Oui, mais enfin, quand même, des États-Unis, l'Amérique était la terre d'accueil, la terre de prédilection, au point qu'à un moment donné, il y avait plus d'Irlandais à New York qu'il y en avait quasiment en Irlande. En tout cas, c'est un peu exagéré cette manière de voir, mais enfin, on n'était pas loin. En fait, c'est la première population immigrée au monde de gens qui se revendiquent irlandais. Oui. Il y en a dans tous les continents. C'est ce qui fait que la Saint-Patrick est célébrée dans le monde entier. En fait, c'est la fête, je veux dire patronale, la fête nationale la plus célébrée au monde. Oui, elle a même un peu comme Halloween, elle a un petit peu d'état, puisqu'on la fête également chez nous, même si la population, je leur dis chez nous, c'est-à-dire en Belgique, même si la population irlandaise n'est quand même pas énorme. C'est l'occasion de se prendre une grosse gaz et puis c'est l'occasion de s'amuser, voilà. Alors, je continue un petit peu l'histoire. Donc, forcément, les jeunes ayant émigré, par nature, ils ne se sont pas reproduits en Irlande, donc il n'y a pas eu, disons, beaucoup de naissances en Irlande. Et si les jeunes s'en vont, les personnes âgées étaient restées, donc voilà, eux ne font plus d'enfants, et par contre, ils meurent assez rapidement. Donc, pendant 10 ans, même si l'épidémie de mildiou n'a duré en réalité, paraît-il, que 4 années pour ces périodes les plus fortes, mais la population elle a diminué sur 10 ans d'à peu près 50%, ce qui était énorme, évidemment. Tu divises la population par 2 en 10 ans. En 10 ans, voilà, à peu près une bonne dizaine d'années, en fait. Voilà. Et alors, l'histoire est quand même très bien racontée. Si vous allez sur Internet, vous verrez tous les détails. Ici, c'est pas l'occasion de donner tout le déroulement de la famine, mais vous avez, je dirais, deux sites où on en parle quand même pas mal, où on explique, je dirais, année par année. Dis-moi quels sont les sites. Passé. C'était sur Wikipédia, tout simplement. Il y a d'une part l'histoire de la grande famine, et puis il y a la chronologie de la grande famine. Donc là, c'est encore plus précis. On explique vraiment, je dirais, tout le déroulement et toutes les causes de cette famine, bien entendu. Bon, on n'est pas là que pour lire Wikipédia quand même. Non, on n'est pas là pour lire Wikipédia. Voilà. On est également là pour parler de choses intéressantes. Alors, parce que tu parlais du poisson, je voulais justement préciser qu'il y a un paradoxe en Irlande qui est une île, tout comme l'Angleterre, et c'est un paradoxe qu'ils partagent avec l'Angleterre, c'est que bien que ce soit une île, la variété de poissons consommés dans la cuisine est très très limitée. Par rapport à la Bretagne, par exemple, là où tu vas au marché des poissons, tu as des étals, tu as une profusion de différents poissons, crustacés, coquillages. En Irlande, c'est le saumon et le cabillaud et éventuellement le colin, et puis c'est tout. Ils vont pas manger des crabes, ils vont pas manger des crustacés, ils vont pas manger éventuellement je vois des anguilles. Mais alors, ça c'est le paradoxe. Je trouve ça extrêmement paradoxal parce que venant du continent d'un pays où il y a juste 60 km de côte, j'arrive sur un pays où toute la frontière c'est la côte et ils n'ont pas beaucoup de poissons. J'ai une anecdote comme ça à pouvoir partager.
Il y a quelques années, bon, ça remonte quand même à une quinzaine d'années à mon avis, je suis allé en Angleterre et en Écosse passer une quinzaine de jours en voiture. Et alors j'avais repéré dans le guide du routage, je pense d'ailleurs, qu'en Écosse il y avait un port qui était vraiment spécialisé dans la coquille Saint-Jacques. Ah oui. Donc je me rends dans ce port-là, qui n'était pas un très joli port, mais enfin bon, qui était un petit port, disons, dans lequel on aurait pu s'attendre à trouver des restaurants. Bon. Sur le port même, bon, il y avait quelques chalutiers, bon, rien d'autre. Il n'y avait pas un seul restaurant. Pas un seul. Donc, nous avons dû sortir de la localité, faire quelques kilomètres, et puis je dis, bon, ben voilà, là, il y a un restaurant, on va s'arrêter. Et alors, le paradoxe, on a dû manger du fish and chips, et il n'y avait pas dans ce restaurant la moindre coquille Saint-Jacques. Alors qu'on était à 4-5 kilomètres du port d'Écosse, où on ne pêchait que la coquille Saint-Jacques. Et ça, j'ai du mal à comprendre, évidemment. C'est comme les anguilles d'élevage. Je regarde ici l'information. Apparemment, ils ont une appellation géographique protégée de production d'anguilles sauvages, une des plus grandes d'Europe. Mais tu n'as pas de recette traditionnelle dans les anguilles. Non. Pareil pour les moules. Ce qui se passe, j'ai vu des recettes de moules comme ça, quand même un petit peu particulières. Maintenant, il faut reconnaître que la cuisine évolue et qu'en 10 ans, 15 ans, et certainement ici depuis les dernières années, c'est un phénomène mondial, la cuisine s'est extrêmement diversifiée et on trouve maintenant, et c'est ça qu'on pourrait donner éventuellement l'un ou l'autre site, mais il suffit de taper recette cuisine Irlande, vous allez tomber tout de suite sur des dizaines et des dizaines de recettes différentes. On a vraiment mis dans tous les pays, et celui-là en est un, à l'honneur les produits locaux, et vraiment, il y a des chefs qui se sont penchés sur les recettes pour les magnifier. Bon, il n'y a pas que l'Irish stew, on fait des cakes à la Guinness, on fait des recettes, je dirais, de crème à la Guinness, on fait des recettes à base de toutes sortes de poissons, il y a des soupes de poissons, il y a des espèces de bouillabaisse, disons, locales. On a vraiment senti qu'il y avait là une recherche pour mettre les produits du terroir à l'honneur, d'ailleurs. Oui, donc si vous vous êtes baladé un jour sur les routes d'Irlande, c'est un paysage extrêmement bucolique, c'est un pays extrêmement vert, il paraît qu'il y pleut 300 jours par an. Vous serez frappé par les immensités de verdure et de prés et la quantité phénoménale de moutons. Il paraît qu'il y a plus de moutons que d'habitants en Irlande. On dit ça pour l'Australie aussi, et la Nouvelle-Zélande, ce sont les vaches par contre. Oui, et en Flandre, c'est les porcs. Et en Flandre, il y a beaucoup de cochons, oui. Effectivement, des porcs, voilà. Chacun sa spécialité. Oui. Et donc, à Pâques, ils aiment bien manger les agneaux, énormément des agneaux. Pourtant, c'est vrai que tout ce qu'on trouve ici, c'est plutôt de Nouvelle-Zélande. Bon, c'est une autre histoire. Et l'Irish stew est une des recettes phares. Je vois sur un des sites ici, irlande.com, que le ragoût d'Irlande à base de moutons et d'agneaux, de carottes, pommes de terre et d'oignons figurait au menu des passagers de 3e classe du Titanic, sur le Titanic. Ben oui. Pour une raison assez simple à comprendre, c'est que les passagers de 3e classe, quelle que soit la compagnie, enfin, surtout si c'est une compagnie anglaise, transportaient énormément de passagers vers le Nouveau Monde. Et les gens de 3e classe étaient des gens qui fuyaient la misère à l'époque. Et comme le Titanic avait fait escale en Irlande après son départ d'Angleterre, il avait chargé donc justement là-bas en Irlande des passagers essentiellement de 3e classe qui allaient vers le Nouveau Monde. Donc on leur servait des plats d'abord qui ne coûtaient pas trop cher, mais qui surtout avaient don de pouvoir leur plaire. Donc effectivement, l'Irish stew, mais il n'y avait pas que de l'Irish stew en 3e classe du Titanic, mais c'était un des plats qui leur était servi parce qu'ils étaient majoritairement irlandais. Et on le voit très bien dans le film Titanic, il y a 20 ans, quand le héros se retrouve en 3e classe avec sa promise qui, elle, vient de première. Oui. Ben voilà, il y a une folle soirée irlandaise avec de la musique irlandaise, on danse on sur et sous les tables, enfin voilà. Bon, alors, et moi j'ai envie de m'attaquer à un mythe aujourd'hui, oui. Enfin du moins de réhabiliter quelque chose qui a été galvaudé. Réhabilite seulement. Je vais réhabiliter. Alors je vais parler d'Irish Coffee. L'Irish Coffee. C'est quand même bien une préparation qui a une connotation irlandaise, c'est bien celle-là, puisque dans le nom on retrouve le mot du pays, le nom du pays. J'ai pas mieux, non. Alors, j'ai appris évidemment à faire de l'Irish Coffee quand j'étais moi-même élève.
dans les écoles hôtelières dans lesquelles j'ai travaillé, c'était vraiment un des grands classiques des examens de fin d'année pour des élèves de 6e année. Donc il s'agit bien d'un cocktail. Il s'agit bien d'un cocktail, parce qu'évidemment... C'est pas un café comme on boit un café italien. Non, tout à fait. Alors, un cocktail, quelle est sa définition? C'est un mélange de plusieurs éléments liquides, en règle générale, et qui peut se déguster aussi généralement froid, à l'apéritif, mais qui peut très bien se déguster chaud au moment du café, puisqu'évidemment, dans ce cas-ci, le café irlandais contient du café. Alors d'abord, sa petite histoire. Vous verrez, si vous allez un petit peu vous intéresser à la chose, qu'on lui attribue 2 origines, je dirais, successives. Alors l'histoire raconte bien qu'à l'époque où les avions faisaient traverser de l'Atlantique en plusieurs étapes, il s'arrêtait à Shannon. Voilà, ils passaient d'abord du continent européen à l'Irlande, et puis de l'Irlande, ils faisaient un autre saut jusqu'aux États-Unis, et ils faisaient un petit peu le plein de carburant, etc. Et alors, pour réchauffer les passagers qui débarquaient d'un vol dans des conditions nettement moins agréables qu'aujourd'hui, il y avait sans doute peu de chauffage dans les avions, et dans les hydravions, on s'empressait de leur servir un café agrémenté de whisky pour les réchauffer. Et la légende, je dirais en tout cas l'explication, on dit qu'on ajoutait de la crème fraîche au-dessus pour refroidir le mélange, puisqu'on buvait le tout, je dirais, en mélangeant dans la bouche ce qui était chaud, ce qui était froid, ce qui était alcoolisé, ce qui était sucré. Mais en aucun cas, on ne peut mélanger l'Irish Coffee avec une cuillère, par exemple. Ah. Donc c'était... Bon, voilà, c'était ça vient pas aussi du fait que les Anglais, les Britanniques, tout comme les Irlandais, ils mettent de la crème sur tout? Je ne pense pas. Je pense plutôt que... Même sur le saumon fumé. Oui, mais l'autre idée, c'était surtout que il y avait une grande similitude de visuel entre la fameuse Guinness, la bière, et l'Irish Coffee. Ah, ok. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas nier. Et si vous consultez maintenant des sites de cuisine irlandaise et que vous tapez, je dirais, cake à la Guinness, etc., crème à la Guinness, vous verrez qu'ils ont un malin plaisir à associer la couleur noire profonde avec le blanc ou le crème, de mettre le blanc au-dessus, de mettre le noir en dessous, et justement de réaliser comme ça des similitudes de présentation entre le verre de Guinness et le dessert qu'il présente. C'est le grand contraste, donc c'est tout noir, tout blanc. C'est ça, voilà, exactement. Un drapeau damier. Il est indéniable que l'Irish Coffee voulait imiter dans sa présentation la bière qui était le symbole, la boisson nationale du pays, qui était la Guinness. Alors, je dis que je suis un petit peu en pétard contre l'Irish Coffee qu'on sert généralement, parce que depuis maintenant, je dirais une bonne vingtaine d'années, et c'est surtout le cas en France, et c'est même le cas chez nous, mais pour des raisons de facilité, on prétend vous servir un véritable Irish Coffee en vous mettant 3 couches de couleurs différentes. Alors, dans le fond, vous avez une couche qui est généralement translucide et qui est couleur dorée, vous avez après la couche brune noire qui est celle du café, et puis après, on vous couronne le tout avec de la chantilly en bombe. Bon, s'il n'y a pas plus hérétique que ça... Ah oui, en quoi c'est hérétique? En quoi c'est hérétique? Parce que d'une part, on s'écarte, je dirais, à la fois de la recette d'origine et surtout du savoir-faire d'origine. Et je me propose, c'est de vous donner la véritable manière de préparer un véritable Irish Coffee. Alors, comment est-ce qu'on doit faire? Alors, idéalement, il faut disposer de verres prévus pour. Il existe des verres Irish Coffee, ce sont généralement des verres à pied, de forme un peu tulipe comme ça. Ils ne sont pas très grands, donc ce ne sont pas des verres à mazagran. Il y a une petite anse dessus? Pas toujours. Ça, ce sont les verres qui sont les plus grands. Ah oui. On peut bien sûr utiliser ce genre de verre, mais le véritable verre Irish Coffee, il est beaucoup plus élégant et il est très très fin sur pied comme ça, avec un calice en forme de tulipe. Alors, qu'est-ce qu'on doit prévoir? On doit prévoir l'équivalent d'une dose de whisky, de préférence irlandais bien sûr par personne, parce que si on réalise son Irish Coffee avec du whisky écossais, ce n'est pas forcément mauvais évidemment, mais on s'écarte de la recette d'origine. Pas du bourbon ou du whisky japonais, quoi. Non, maintenant ça peut se faire, mais à ce moment-là on ne l'appelle pas Irish Coffee, on va dire les choses simplement. Oui. Donc il faut donc bien sûr du whisky, qu'on appellera du whisky. Oui. Il faut du café fort. On peut mettre éventuellement du café décaféiné si on préfère, ça ce n'est pas un crime. Du café, c'est café filtre, café expresso, café... Alors l'idéal c'est d'avoir... non, oui, on peut le faire avec tous ces cafés-là évidemment. L'idéal c'est d'avoir un café de type café expresso assez corsé. Il faut un café qui ne soit pas trop clair. Arabica, Robusta... Arabica de préférence bien sûr. Okay.
Alors, du sucre. Alors, traditionnellement en Belgique, on réalise l'Irish Coffee avec du sucre cassonade de Candy. Ce n'est pas un sucre de canne, c'est un sucre de betterave qui a été recaramélisé et recristallisé et qui est de couleur noire très foncée. Et généralement, si vous avez déjà écouté mes podcasts, Oui, vous vous rendez compte que j'en parle régulièrement parce que c'est pour moi un des meilleurs sucres au monde. Donc, il faut du sucre, je vous dirai les quantités après, il faut du café et il faut de la crème fraîche qu'il faut avoir battue avant. Donc, pas question de faire son Irish Coffee et puis dire, tiens, où est la crème fraîche, je vais la battre, etc. Non, il faut prendre de la crème fraîche bien froide. Donc, c'est de la crème fouettée, de la crème chantilly? Non. Alors, je rappelle, la crème chantilly, c'est une crème qui est fouettée avec du sucre et avec de la vanille. Pas question de faire ça ici. Il n'est même pas question ici de la sucrer. Or, le nom de crème battue avec du sucre, c'est de la crème fouettée. Et alors, quand elle n'est que battue, ça s'appelle tout simplement de la crème battue. Hein. Alors, je sais que c'est un peu pointilleux comme explication, mais en tout cas, c'est celle que j'ai retenue de mes études. Donc, on prend de la crème fraîche. On avait parlé de ça dans l'épisode 7. Oui, tout à fait. On prend de la crème fraîche, elle est bien froide, c'est de préférence à 4 degrés. On prend un récipient de type récipient épais, donc il va garder le froid, qu'on aura pris la précaution de mettre ou au réfrigérateur ou pendant un quart d'heure au congélateur. On va battre sa crème fraîche sans se brusquer, sans aller trop vite, de manière à incorporer de l'air. Et on réalise une crème fraîche battue, je dis toujours à peu près à 1/3. Elle doit encore être fluide. Si vous avez une crème qui tient dans une cuillère qu'on retourne, c'est trop battu. Donc elle doit être fluide, tout en étant allégée. Et ça, vous allez en avoir besoin. Pourquoi ? Parce qu'elle doit flotter là-bas au-dessus du café. Hein. Et si elle n'est pas suffisamment, battue, qu'elle ne contient pas assez d'air, elle va couler. Et il va y avoir un mélange à l'interface entre les deux, ce qui est tout à fait, contre-indiqué dans la réussite d'un bel Irish Coffee. Alors, la pratique maintenant. Vous avez votre verre. Ce sont des verres qui sont prévus pour accepter un liquide bouillant. Néanmoins, la tradition veut qu'on l'on mette une cuillère à café dans le verre de manière à éviter que le verre n'explose. Alors. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pas pour faire couler le long. Ce sera après ça. Okay. Dans un premier temps, on demande aux personnes qui vont boire l'Irish Coffee si elles le souhaitent peu, moyennement ou très sucré. Alors généralement, on met l'équivalent d'une cuillère à café de sucre pour le peu sucré, l'équivalent de 2 cuillères à café pour le bien sucré, et un petit peu plus, une 3e cuillère à café pour le très sucré. Ça a son importance, et je vais vous expliquer pourquoi après. On met donc le sucre dans le fond du verre, et on fait chauffer dans un petit récipient le whisky, donc l'équivalent d'une dose de 4 centilitres par personne. J'ai bien dit qu'on le faisait chauffer. En aucun cas, on ne le fait bouillir. Hein. Sinon, donc, il perd son alcool. Fait chauffer. Mais voilà, il va perdre son alcool et c'est quand même pas le but. Ouais. Dès le moment où il est chaud, on voit qu'il est chaud. C'est quelle température à peu près ? On est aux environs de 45-50 degrés. Il ne faut pas aller au-delà. Hein. Voilà. Dès le moment où il est chaud, ça c'est une petite question d'expérience, on incline le récipient. Souvent, en milieu professionnel, on le fait sur un réchaud au gaz. Et directement, l'alcool va s'enflammer, du moins ces vapeurs vont s'enflammer. Alors, dès que ça s'enflamme, on verse directement sur le sucre dans les verres et on arrête l'incendie en versant le café fort, qui doit être également prêt et bien chaud. Donc, on flambe le sucre, en fait. En fait, on flambe le sucre, voilà. Ça le caramélise un peu, alors, du coup ? Oh, à peine, parce qu'il n'a pas le temps de caraméliser, puisqu'on va directement verser le café dessus. Hein. Okay. Donc, on verse le café dessus. Et ça va avoir le mérite d'éteindre l'alcool qui flambe, hein, parce que le but c'est pas de laisser flamber l'alcool et que tous les arômes partent au plafond. Hein, donc ça doit justement flamber que quelques secondes. Hein. Alors quelle quantité de café mettons ? Eh bien souvent sur les verres Irish Coffee qui sont disons prévus pour, il y a une petite ligne qui fait une espèce de tour comme ça à 2,5 cm approximativement. Et c'est pas juste pour décorer ? Non, c'est pas juste pour décorer, c'est la limite jusqu'à laquelle on doit aller avec le café en fait. Ah oui. Donc, on verse le café jusqu'à cette hauteur-là, et puis on mélange. Alors, on mélange pourquoi ? Parce qu'il faut faire fondre le sucre. Or, vous devez savoir que d'un point de vue chimique, le sucre fond très très difficilement dans l'alcool. Donc, le sucre ne saurait pas fondre dans le whisky, pur, en tout cas avec beaucoup de difficultés. Et c'est le fait qu'on ajoute du café brûlant qui fait que le sucre fond. Parce qu'ils font très facilement dans le sucre chaud. Ils font très facilement dans le café chaud. Alors, c'est nécessaire de faire ça. Pourquoi ? Parce que si vous ne mettiez pas de sucre dans votre café, du fait que vous avez mis de l'alcool est plus léger, moins dense que l'eau, vous allez avoir un liquide qui va être très peu dense.
Et ça, c'est un problème, parce qu'à ce moment-là, quand vous verserez la crème fraîche, les deux vont se mélanger. C'est la raison pour laquelle, en méthode traditionnelle, avec une crème fraîche battue à la main, donc pas une crème fraîche au siphon, il est quasiment impossible de faire un Irish Coffee sans sucre. Et j'ai déjà testé des Irish Coffee avec de l'aspartame ou bien des édulcorants artificiels où on en met très peu. Et bien, quand on met la crème fraîche dessus, elle se mélange très rapidement au café parce qu'elles ont à peu près la même densité, le café et la crème. Donc le sucre va changer la densité du café et Le donc sucre est bien empêcher entendu le mélange. va empêcher le mélange. Le sucre est beaucoup plus dense que l'eau. Donc, il augmente la densité moyenne du café. Et comme on avait fait baisser la densité du café en mettant de l'alcool, eh bien, il faut la faire remonter. C'est la raison pour laquelle il y a du sucre. Et c'est également la raison pour laquelle, plus il y a de sucre, plus facile on a pour mettre la crème fraîche, elle ne va pas se mélanger au reste. Ah, et en agissant sur la crème fraîche, en la faisant plus épaisse, est-ce que ça l'empêche de se mélanger? Oui, mais seulement à ce moment-là, on ne sait plus la faire couler sur le dos de la cuillère. Ah, quand elle est trop oui, épaisse. on sait plus la boire. On ne sait plus la boire. On a à ce moment-là une crème qu'on doit manger à la cuillère. Ah, oui. Non, c'est pas trop le but, Quand là. on met de la chantilly en bombe sur un Irish Coffee, plutôt sur un pseudo-Irish Coffee, vous êtes quasiment... Allez, imaginons, vous avez là comme ça une espèce de dôme de chantilly à la bombe, vous ne savez pas la boire, vous êtes obligé de la manger, donc vous devez prendre une cuillère et la manger d'abord. Sauf quand c'est des bombes que tu achètes au supermarché, ça fond vite, cette crème. Ça fond vite, évidemment. Là, ouais. Donc, maintenant, la petite astuce pour mettre la crème fraîche, c'est qu'il faut arriver à la placer et qu'elle reste en suspension au-dessus du café. Oui. Donc, on prend de nouveau une cuillère à café ou une cuillère à entremets. On a versé sa crème fraîche dans un pot à crème ou un pot à lait, donc avec une petite busette, comme on dit, un petit bec verseur. Et on verse comme ça, avec le bec verseur, la crème fraîche, la cuillère retournée avec donc le dos vers le dessus. Et on fait couler comme ça sur le bord du verre, la crème fraîche, qui va se placer automatiquement en nappe au-dessus du café. Donc et pas alors, trop vite pour pas que ça se mélange. Pas trop vite. Et alors, on arrête quand on est à peu près au bord du verre et qu'on a un léger dôme. Voilà. À ce moment-là, on a l'Irish Coffee qui est terminé. Il suffit de le placer sur une assiette avec une petite dentelle et de le servir. Et on ne sert jamais un Irish Coffee avec une cuillère. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi ? Parce que le charme de la dégustation d'Irish Coffee consiste à prendre le verre par le pied, à l'approcher des lèvres et à boire en même temps, en inclinant simplement le verre, un peu de crème fraîche et un peu du mélange qui se trouve en dessous. Et comme ça fait une moustache. Et ça fait une moustache. Mais par contre, c'est une véritable hérésie que de mélanger un Irish Coffee avant de le boire. Ça, c'est une hérésie. Il y en a qui veulent rajouter du sucre après. Oui, mais bon, si on a été attentif et qu'on a réalisé l'Irish Coffee devant vous en vous demandant vos désirs, vous avez pu dire si vous le vouliez, peu, moyennement ou très sucré. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On vend un sirop spécial pour l'Irish Coffee. Alors, il y a une grande marque de sirop, extrêmement connue en France, mais il y en a d'autres, qui fait d'excellents sirops pour la mixologie. Hein. Ah oui. Donc, la mixologie, c'est l'art de faire des cocktails. Donc, cette société-là a développé un sirop spécial pour l'Irish Coffee. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On met ce sirop-là dans le fond du verre, on verse le café au-dessus en faisant ce qu'il faut aussi pour que le café ne se mélange pas avec le sirop au whisky qui est dans le fond. Donc il y a du whisky dans le sirop. C'est-à-dire qu'il est aromatisé à Irish c'est Coffee. aromatisé. Il n'y a pas d'alcool. Il y en a pas ou il y en a peu en tout cas. Hein. Et puis alors, il existe également des alcools, comment dirais-je, dans lesquels on a mis du sirop aussi. Hein. Ça existe également. Donc des whiskies qui sont prévus spécialement pour l'Irish Coffee. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On met ce whisky sucré sous forme d'un sirop dans le fond du verre. On verse le café un peu de la même manière, c'est-à-dire avec une cuillère, de manière à ce que le café ne se mélange pas avec le sirop qui est dans le fond. Et puis pour couronner le tout, évidemment, on ne fait pas de la crème fraîche, on a battu soi-même maison. On ajoute de la chantilly en bombe. Hein. Alors si vous allez voir, par exemple, sur le site Wikipédia qui est consacré à l'Irish Coffee, vous verrez un gros verre comme ça avec un Irish Coffee dedans. Déjà, le verre n'est pas du tout le verre adéquat, ça c'est une première chose. Et deuxièmement, vous vous rendrez compte qu'on a mis de la chantilly en bombe ou au siphon et que le café qui est en dessous, il n'est pas noir, il est brun. Ah oui, on voit que la crème est en train de fondre dans le café. Dedans. Mais quelle horreur, quelle horreur. Exactement. Ils osent dire que c'est un Irish Coffee, comme quoi sur Wikipédia, il n'y a pas que des choses vraies. Oui, et alors surtout, on a mis une cuillère à café à côté sur l'assiette. Hein. Et un petit chocolat. Et des petits chocolats. Donc vous voyez que c'est pas parce que c'est sur Wikipédia qu'il faut croire tout ce qu'on raconte. Hein. Mais quelle horreur! Voilà. Alors, si on veut maintenant avoir
comment dirais-je, une véritable idée de l'Irish Coffee, de ce que ça doit représenter, il suffit de regarder dans les photos qui illustrent ce mot-là et on va en trouver une le plus vite possible. Sur Google Images, tu veux dire? Oui, mais seulement le problème, c'est que ceux que je vois là, il y a par exemple la 4e photo, entre autres, le verre est le verre adéquat pour l'Irish Coffee, mais ils ont gardé l'idée de mettre ce fameux sirop dans le fond du verre. Oui, non, je vois, en fait, j'ai ici une photo avec un verre à pied, ça ressemble comme un verre à vin, mais tu vois bien la limite entre le noir et le blanc et qu'ils ont été mettre un petit trèfle en cacao sur le sommet. Oui. Ça ressemble à une Guinness. Ok, j'en vois un. C'est ça. Je vous mettrai une photo sur le site si vous allez voir la note de l'épisode. Les véritables Irish Coffee réussis, je n'en vois qu'un. C'est un très très bel Irish Coffee dans un verre type verre à vin. Oui. Où il y a vraiment la séparation est superbement faite. Eh bien, je vous invite à taper Irish Coffee Jameson, qui est la marque de café, de la marque de whisky irlandais, et vous aurez des belles photos là aussi sur les premières. En tout cas, tu vois vraiment c'est bien noir et blanc. Magnifique. En tout cas, je peux vous affirmer, chers auditeurs, chères auditrices, que l'Irish Coffee de Guy, pour l'avoir goûté moi-même plusieurs fois, il vaut le détour. Et ça vaut la peine de le préparer comme ça, comme un vrai puriste. Et il est simplement fait classiquement, comme on doit le faire initialement maintenant. Celui ou celle qui, par facilité, veut utiliser, je dirais, un produit prévu pour et de la chantilly en bombe, évidemment, il peut le faire si ça lui plaît. Comme on dit, c'est pas un problème. D'ailleurs, il arrive régulièrement, vous le savez, que je transforme des recettes classiques, je les mette au goût du jour, donc je ne respecte pas non plus toujours la méthode d'origine. Maintenant, ici, pour l'Irish Coffee, je trouve ça un petit peu malheureux de faire un peu n'importe quoi. Surtout alors évidemment, si on veut célébrer la Saint-Patrick, dans les règles de l'art. Alors évidemment, il y a des variantes, et ça, c'est vrai que les variantes sont parfois intéressantes. On peut très bien réaliser le même type de boisson avec d'autres alcools. Il suffit par exemple de prendre du cognac, mais on a tout simplement un French coffee. On prend du rhum, on a un café antillais, du rhum brun bien entendu. On prend du genièvre et on a un Hasselhoff café. Voilà, on peut prendre également du kirsch, on peut prendre même du Grand Marnier, même un café normand, de la mandarine Napoléon, même du Calvados. Voilà, on a un café normand. Donc tous les alcools, je dirais, en principe bruns conviennent, mais les alcools blancs peuvent très bien convenir également. Donc on n'est pas limité uniquement au whisky, on peut le faire avec du whisky écossais bien entendu, on peut le faire avec du whisky, du bourbon canadien, ou enfin ça c'est le rye, on peut le faire avec du bourbon des États-Unis, enfin il n'y a vraiment aucun problème à ce niveau-là, même avec de la tequila à la limite, ou du mezcal, rien n'empêche. Donc Guy, pendant que tu étais en train de parler, je t'ai envoyé un lien, tu peux regarder, c'est un article du Condé Nast, c'est en anglais, je vous mettrai le lien. Les photos, je vois qu'il y a une vidéo aussi. Les photos en elles-mêmes valent la peine d'être regardées, tu vois, un service au guéridon où la personne te prépare ton Irish Coffee devant toi, voilà. Effectivement. Et c'est exactement comme tu viens de le décrire. La seule chose, c'est qu'il tient la cuillère, je dirais, à l'envers par rapport à l'habitude que j'ai. Mais cette méthode-là peut marcher aussi, il n'y a pas de problème. Il met un petit peu de noix de muscade par-dessus? Oui, je ne suis pas certain que ce soit dans la recette d'origine, mais pourquoi pas? Oui, il tient la cuillère à peu près comme tu l'as dit. Mais en tout cas... Mais il la tient en tout cas dans l'autre sens. Moi, j'ai toujours appris à tenir le dos de la cuillère vers le haut. Là, il tient le cuilleron face ouverte vers le dessus. Mais bon, voilà. Le creux vers le haut, mais tu vois que son café est vraiment bien délimité, tu as le noir, tu as le blanc. Par contre, dans la photo qui est un petit peu plus loin, il n'a pas été avec la chantilly jusqu'au-dessus, du moins il n'en donne pas l'impression. Ouais. Ou alors c'est que le café est en cours de dégustation, c'est possible. Oui, en effet. Bon, Par contre, au niveau de la photo qui est plus bas, il utilise bien du Jameson et puis il utilise bien de la cassonade, il n'utilise pas du sucre blanc. Voilà, donc allez voir sur les notes de l'épisode, vous verrez de quoi on parle en même temps qu'on parle. Voilà, ok. Alors, la cuisine irlandaise maintenant. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme petites astuces pour nos auditeurs pour qu'ils puissent transposer des plats qu'ils connaissent éventuellement en cuisine, je dirais, continentale et les adopter à la sauce irlandaise. Je dirais tu rajoutes de la Guinness. De la Guinness et ça y est. Bon. Exactement. Tu rajoutes de la Guinness et ça y est. Bon, c'est un petit peu un raccourci, mais ça peut être utilisé. Par exemple, parlons du fameux Irish stew. Donc un Irish stew, c'est un ragoût
de viande d'agneau ou éventuellement de mouton. Alors, on va faire finalement comme un pot-au-feu, pas comme un pot-au-feu, comme un bœuf bourguignon. Hein. On va utiliser la viande de bœuf, bien sûr, on va utiliser de l'oignon, on va utiliser de la carotte, plus de carottes que d'oignons, et on va utiliser un tout petit peu de céleri, éventuellement gousse d'ail et bouquet garni. La technique est toujours la même, hein. On fait rissoler sa viande, on l'assaisonne, on doit bien sûr la faire colorer très très fortement. On va faire rissoler dans la matière grasse les oignons, les carottes émincées et le céleri. Alors, les recettes prévoient souvent qu'on ne mette pas la carotte au début parce qu'il va falloir faire cuire ça assez longtemps et la carotte finit par se retrouver dans un état qui n'est pas très présentable. Donc, on conseille la carotte de l'ajouter une demi-heure, 3/4 d'heure avant la fin de la cuisson. Et pour donner quand même un goût de carotte à la sauce, on conseille de mettre une carotte coupée en 3-4 morceaux, mais de n'ajouter les carottes en tranches que par la suite. Donc, vous allez remettre votre viande dans son ustensile de cuisson, dans la cocotte. Vous allez mouiller avec de la Guinness. Attention, ne mouillez pas avec 100% Guinness, ça sera immangeable. Vous mouillez à peu près qu'un tiers de Guinness, et soit que vous complétez avec de l'eau, soit avec ce qu'on appelle un fond brun, ou un jus de veau brun, ou éventuellement un jus brun d'agneau, ça peut se faire également. Vous mettez à cuire, et selon le type de viande que vous avez utilisé, ben ça peut être cuit si c'est du gigot en cube, ça peut être cuit rapidement, mais si vous prenez, je dirais, des bouts de côte d'agneau, donc ce qu'on appelle du ragoût, là évidemment vous pouvez cuire ça pendant facilement 3 heures pour que ce soit tendre. Hein. Alors vous rajoutez vos carottes, vous laissez de nouveau cuire, et puis après, ben, vous enlevez le bouquet garni, vous liez un petit peu votre sauce et votre Irish stew est terminé. Donc, ce n'est vraiment pas compliqué du tout. Vous pouvez également réaliser des cakes. Alors, pour réaliser des cakes, ben, vous faites tout simplement tremper vos raisins secs soit dans du whisky, soit dans de la Guinness, au choix. Pas les deux en même temps, ça ne donnera pas un très bon résultat. Non. Et vous utilisez un sucre brun, voire éventuellement un sucre cassonade blond si vous n'avez pas de brun, soit encore éventuellement de la mélasse pour sucrer le gâteau, et vous partez de votre recette habituelle et vous aurez quelque chose qui sera très très bien. Vous mettez du chocolat dans la pâte sous forme de cacao, il n'y a pas de problème non plus. Vous allez garnir, vous trouverez des recettes de cake où on utilise vraiment de la Guinness dans la pâte et du cacao. Ce sont des cakes qui sont très bruns, très foncés, presque noirs d'ailleurs. Et vous les garnissez après avec une crème fraîche que vous avez battue et que vous avez sucrée avec du Baileys, qui est une autre, je dirais, qui est un autre produit phare de l'Irlande. Les femmes aiment beaucoup, oui. Oui, et vous avez de nouveau cette similitude entre la Guinness et le gâteau quand vous le coupez. Vous avez du noir en dessous qui est surmonté de blanc. Donc voilà, on n'y échappe pas. On est vraiment dans l'Irlande en plein et on se fait plaisir. Oui, bon alors si vous voulez vraiment fêter la Saint-Patrick comme il se doit, vous allez dans un pub irlandais, vous allez écouter de la musique celtique qui est fait tout le succès de l'Irlande. Je parle de Riverdance, les shows de claquettes classiques, et puis les Irlandais sont très connus pour leur musique, et c'est quand même le pays qui a gagné le plus souvent l'Eurovision, le concours Eurovision de la chanson. Oui. Ils ont même gagné 2 fois d'affilée. Bon, ben voilà, merci beaucoup en tout cas Guy de nous avoir éclairé sur l'Irlande et ses spécialités, et surtout pour avoir tordu le cou aux mauvaises pratiques en matière de café irlandais, d'Irish coffee. Merci beaucoup, surtout que tu n'as pas l'air vraiment dans ton assiette aujourd'hui. Non, effectivement, voilà. J'ai fait un petit effort pour satisfaire tous nos auditeurs aujourd'hui. Voilà, parce qu'on avait prévu cet épisode depuis longtemps, donc je pense que tu auras besoin d'un bon café irlandais là maintenant, non? Oui, mais vu l'heure, évidemment, et comme je travaille demain, il est peut-être plus judicieux que je n'en prenne pas, mais ça me ferait du bien, effectivement. Oui, parce que tu as le café qui, en fait, je me suis toujours posé la question, tu as le café qui est censé te tenir éveillé, mais tu as aussi le whisky qui est censé te faire dormir. Un peu. C'est un peu paradoxal quand même, non? Oui, tout à fait. Bon, maintenant, comme j'ai expliqué, quand on veut boire un Irish coffee le soir, on peut le faire avec du DK, il n'y a pas de problème. Ah oui, tout simplement, bien sûr. Ben oui. En effet. Et le matin, on met pas d'alcool alors? Alors, ce qui est très bon quand on a un refroidissement, comme c'est le cas maintenant, c'est de faire un thé irlandais. Alors, le thé irlandais, c'est quand même assez goûteux aussi. Il y a des variétés de thé qui sont des mélanges de type anglais et d'autres qui sont de type russe et d'autres encore de type irlandais. Hein. Quand on va dans un magasin spécialisé en thé, on voit tous ces mélanges. Donc, on prend un bon thé irlandais.
on le réalise. Et puis alors, ça rappelle un peu l'Irish Coffee si c'était comme même pas de crème fraîche. Hein. Tu veux faire un grog Donc, avec ton thé irlandais? On fait un grog, exactement. On met du sucre cassonade dans le fond de son verre à Irish Coffee. On verse de nouveau l'alcool flambant dessus. Et on éteint avec le thé brûlant. On mélange et on déguste. Et on a un thé irlandais génial. Est-ce que tu mettrais pas une cuillère de miel plutôt avec? Ben ici, moi, je l'ai déjà bu avec du sucre. Maintenant, bon, on peut le faire au miel, il n'y a pas de problème. Hein. Mais je peux vous dire que c'est super bon. Voilà. Voilà, tu vas nous laisser, puis tu vas te préparer ça et tu vas te mettre au lit. Exactement. Parce que tu m'as l'air vraiment bien amoché. C'est la saison. C'est la saison des refroidissements. Voilà. Ouais, c'est la saison où tout le monde éternue, renifle, se mouche. C'est pas vraiment la bonne saison pour prendre le train. En tout cas, je compatis avec tous ceux qui nous écoutent dans le train ou dans le bus à côté de quelqu'un qui a reniflé pendant tout le trajet. Bien, justement, ce sera peut-être le moment de se prendre une de ces bonnes choses, comme tu viens de nous dire, un thé irlandais, pourquoi pas. En tout cas, c'est... À la prochaine fois, alors. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez, toutes les notes de l'émission ou de l'épisode sont sur parlercuisine.com. Si vous avez une question à nous envoyer, c'est question@parlercuisine.com. C'est notre adresse email qui vous est ouverte à tous et à tous. Et c'est pas seulement pour vos questions, mais c'est aussi pour vos commentaires. Il y a également une page Facebook sur laquelle vous êtes nombreux à nous retrouver. Merci pour tous ceux qui ont partagé. Merci pour tous ceux qui ont été nous mettre un avis sur la page Facebook. Et puis, il y a aussi notre page Tipeee, parce que ce podcast est financé par ses auditeurs. Merci beaucoup à ceux qui ont déjà contribué et ceux qui se sont abonnés. Vous pouvez déjà le faire à partir de 1 €. C'est quoi 1 €? Voilà. Si on n'arrive pas à trouver beaucoup de monde, on va être obligé de prendre des sponsors et de faire la pub. Enfin bon, on ne sait jamais. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec vous, avec nous. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver chaque semaine. Et d'ici la semaine prochaine, je vois qu'on a un épisode. De quoi on va parler encore la semaine prochaine, Guy? Ah, il est où le calendrier? Guy, t'es encore là? Voilà. Bon, et Guy nous a déjà quittés. Excusez-le parce qu'il était vraiment pas en état d'enregistrer. J'ai vraiment dû insister pour le sortir de son. Je vois que la semaine prochaine, on va parler d'un potage d'hiver parce que faut savoir qu'en Europe, on a un grand retour de l'hiver. La semaine dernière, j'ai jamais vu autant de neige à l'endroit où j'habite. Pourtant, ça fait 10 ans que je suis là. Ça a été une vraie patinoire. L'hiver est en train de faire son grand retour. Et puis après, on va approcher de Pâques, la fin du carême. Et tu nous prépares, Guy, une surprise pour le mois d'avril. Oui, tu m'avais parlé de ce... Oui, je te fais marcher. De ce grand bateau dont tout le monde parle. J'ai acheté, il n'y a pas très longtemps, un livre qui traite, je dirais, de la cuisine à bord du Titanic, et j'ai envie de reparler un petit peu du mode d'alimentation qu'il y avait sur ce genre de paquebot au début du XXe siècle. Voilà. Donc on reste encore un petit peu dans le sujet qu'on a abordé aujourd'hui et qui a commencé avec la grande famine en Irlande. En tout cas, si vous vous sentez irlandais, n'hésitez pas à célébrer cette fête et je vous souhaite une joyeuse Saint-Patrick à tous. Et surtout de ne pas oublier de nous envoyer vos remarques et vos questions éventuellement. Voilà, et si vous faites un beau Irish Coffee, envoyez-nous une photo. Ça nous fera plaisir. Voilà, sur la page Facebook, c'est facile. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Alors on vous quitte sur l'excellente musique irlandaise du groupe Slaint avec un morceau intitulé Dennis Murphy's Polka, I'll Tell Me Ma, John Ryan's Polka.
the door and they ring at the bell saying, oh, my true love, are you well? Out she comes.